Bonjour, ceci est la deuxième leçon du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Nous commençons maintenant le premier chapitre de ce cours qui porte sur la Première Guerre mondiale. Ce chapitre sera le plus long des 8 chapitres du cours parce que cette guerre est à la fois la plus meurtrière au Moyen-Orient, celle qui a fait le plus grand nombre de victimes, et celle qui a eu les conséquences politiques les plus durables. Une partie des problèmes politiques du Moyen-Orient d'aujourd'hui ont leur source dans cette guerre et les conséquences immédiates de cette guerre, et une partie des attitudes des humains vivant dans cette région reste influencée par le souvenir ou la connaissance exacte ou simplifiée, comme très souvent la connaissance historique dans les populations, de cette période. Une des choses qui me frappe dans les débats sur le Moyen-Orient au cours des dernières années, depuis que j'ai pu suivre ces débats publics, c'est à quel point les gens en Occident portent des jugements catégoriques sur les attitudes politiques dans cette région du monde, en ignorant complètement l'histoire de ces pays et en ignorant complètement d'où viennent certaines de ces attitudes. J'en donnerai de nombreux exemples dans ce cours. Donc, pour comprendre ce qu'a été la Première Guerre mondiale et quelles ont été ses conséquences dans cette région du monde, il faut commencer par connaître la situation internationale des pays du Moyen-Orient avant la guerre. Il faut toujours remonter un petit peu en arrière pour comprendre ce qui se passe. Dans l'introduction, je vous disais, en 1914, il y a 3 États au Moyen-Orient: l'Égypte, la Perse et l'Empire ottoman. C'est l'Empire ottoman qui va entraîner la région dans la guerre. Ce sont les dirigeants ottomans à Istanbul en 1914 qui décident de participer à la guerre qui a éclaté en Europe quelques mois plus tôt. Pour comprendre l'entrée en guerre de l'Empire ottoman et pour comprendre les conséquences que ça a eu dans ce pays et dans les deux autres, l'Égypte et la Perse, il faut connaître un peu quelle était la situation interne et surtout internationale de ces pays à la veille de la guerre. Ça explique en partie la décision des dirigeants ottomans de 1914 et ça explique les conséquences que ça va avoir dans les 3 pays. Je vais parler d'abord de l'Égypte, ensuite de la Perse, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui, et enfin de l'Empire ottoman. C'est plus compliqué et c'est plus long. Quelle est la situation de l'Égypte à la veille de la guerre de 1914 ? On ne peut pas commencer l'histoire de l'Égypte quand elle commence, c'est-à-dire il y a des milliers d'années, mais pour comprendre la situation de 1914, je crois qu'il faut au minimum remonter jusqu'en 1805, où s'établit progressivement le régime qui gouverne l'Égypte sous le protectorat britannique en 1914. L'Égypte, à la fin du XIXe siècle, a été envahie par les Français, dirigée par un aventurier du nom de Bonaparte. Puis Bonaparte va quitter ses soldats en Égypte, rentrer en France pour faire un coup d'État. Il va finir par devenir l'empereur Napoléon Ier. Les soldats français en Égypte, isolés, ayant de très grosses difficultés pour les liaisons maritimes avec la France, parce que c'est la marine anglaise qui contrôle la Méditerranée, les soldats français finissent par être vaincus et évacuer le pays. Un des généraux ottomans, un des chefs militaires ottomans qui a dirigé la lutte contre les Français, un certain Mohamed Ali, devient gouverneur de l'Égypte en 1805. Il est reconnu par le sultan à Istanbul. L'Égypte était une province de l'Empire ottoman.
il est reconnu comme gouverneur de l'Égypte. Il est reconnu comme gouverneur de l'Égypte un peu parce que le sultan est obligé, parce que c'est lui qui contrôle la situation en Égypte. On lit parfois que Mohamed Ali était albanais. L'Albanie faisait partie de l'Empire ottoman à ce moment-là. Les Albanais étaient musulmans comme les Turcs et donc pouvaient jouer des rôles importants dans l'armée ou dans l'administration de l'Empire ottoman. Je ne sais pas si Mohamed Ali était albanais, parlant le turc évidemment pour jouer un rôle important dans l'armée, ou est-ce que c'était un turc? Ça n'importe pas beaucoup pour nous. Une partie de son entourage sont des Turcs, sont des musulmans turcs ou turcophones qui se retrouvent donc à gouverner l'Égypte. Avec une situation, il a le titre de gouverneur d'abord, qui est, en fait, il fait à peu près ce qu'il veut. Le contrôle par rapport au gouvernement est très faible. Il va avoir des successeurs qui sont ses enfants ou ses petits-enfants. Ça devient une dynastie. La monarchie qui sera renversée par un coup d'État militaire en 1952 en Égypte. C'est un descendant de Mohamed Ali, qui était roi en Égypte à ce moment-là, avec le titre de roi. Les titres ont changé. Mohamed Ali a d'abord été Vali, et puis ensuite ses successeurs ont été Khedive, et puis après la Première Guerre mondiale, on va utiliser le mot européen de roi pour désigner le prince qui est le chef d'État nominal de l'Égypte. Sous Mohamed Ali et ses successeurs au XIXe siècle, l'Égypte devient d'une part complètement indépendante en fait de l'Empire ottoman. Elle continue officiellement à en faire partie. Mais le gouverneur de l'Égypte, ou le Khedive, il fait ce qu'il veut. Il gouverne l'Égypte à sa façon. Et Mohamed Ali et ses successeurs vont gouverner l'Égypte de façon assez efficace, en modernisant le pays, en faisant venir des experts étrangers pour moderniser l'armée, moderniser l'agriculture. Il y a une modernisation égyptienne qui commence dans la première moitié du XIXe siècle. C'est quelque chose qui est important à connaître, n'est-ce pas? Le fait que la modernisation dans ce pays commence bien avant que l'Égypte soit dépendante d'une puissance européenne. Nous savons qu'à partir de 1882, l'Égypte va être un protectorat de fait de la Grande-Bretagne, des forces armées britanniques sur le territoire, et il y a un ambassadeur au Caire, un ambassadeur de Grande-Bretagne au Caire qui fait la loi, qui dit au gouvernement égyptien ce qu'il doit faire dans énormément de domaines. Mais la modernisation, elle était commencée tout à fait avant. En 1857, il y a une ligne de chemin de fer en Égypte entre le Caire et Alexandrie. Je vous rappelle que au Canada, la première ligne de chemin de fer plus longue que celle-là, ça fait 180 km, la ligne de chemin de fer entre le Caire et Alexandrie, qui sont les deux grandes villes de l'Égypte. Au Canada, la ligne de chemin de fer entre Niagara et Windsor a été terminée en 1854, c'est-à-dire 3 ans avant l'Égypte. L'Égypte est un pays en voie de modernisation. Ce n'est pas un très grand pays, ça n'a que 4 ou 5 millions d'habitants à ce moment-là, ou probablement au milieu du 19e siècle. C'est un chiffre de population comme ça, 3 millions lorsque Mohamed Ali devient gouverneur. Donc c'est un petit pays par rapport aux pays européens de l'époque, la France qui a 30 millions d'habitants, la Grande-Bretagne qui en a 20 millions, etc. Donc c'est un petit pays, du point de vue de la population. L'Égypte, aujourd'hui l'Égypte est plus peuplée que la France, mais l'augmentation de population a été considérable au 19e et surtout au 20e siècle. Donc il y a une modernisation de l'Égypte.
Et cette modernisation, elle va conduire à un certain nombre de problèmes. D'abord, ça va être la construction du canal de Suez. Le canal de Suez, il est construit dans les années 1860 par des ingénieurs français et des travailleurs égyptiens. Le canal de Suez est ouvert en 1869. Ça a une importance énorme pour le commerce mondial, parce que le commerce désormais entre l'Asie et l'Europe, le commerce maritime, est beaucoup plus court que quand il fallait faire le tour de l'Afrique par le sud de l'Afrique. Le canal de Suez devient, dès 1869, dès son ouverture, et est resté jusqu'à aujourd'hui une des voies de communication les plus importantes pour le commerce mondial. La construction du canal de Suez, et le canal de Suez est une copropriété donc franco-égyptienne. Il y a une compagnie qui gère le canal, qui fait payer des droits de passage aux bateaux, qui met des pilotes sur les bateaux, pas pour les guider dans le canal, parce qu'il faut faire un petit peu attention, c'est pas très difficile de passer le canal de Suez. C'est pas comme le canal de Panama où il y a des écluses qui sera construit plus tard, mais le canal de Suez c'est assez facile, mais il faut quand même faire attention. Il ne faut pas qu'un bateau. Nous avons vu que au début de l'année 2021, il y a un énorme porte-container qui a bloqué le canal de Suez pendant plusieurs jours en faisant une fausse manœuvre dans le canal et en se coinçant le nez dans une des rives du canal. Donc les bateaux du 19e siècle étaient beaucoup plus petits, mais il fallait quand même faire attention. Donc il y a un problème d'administration de la compagnie, il y a un problème de faire payer des droits aux gens qui passent, et ça rapporte de l'argent à la compagnie du canal. Les Égyptiens du 19e siècle, on va observer le même phénomène, je crois, avec les Turcs et peut-être avec les Iraniens. Les Égyptiens comprennent assez bien certaines des règles de fonctionnement des pays européens. Faire un système d'éducation qui n'est pas du tout capable de toucher toute la population, mais il y a un embryon de système d'éducation moderne en Égypte au milieu du 19e siècle. Il y a la question de comment on fait fonctionner une armée, comment on fait fonctionner des télégraphes, c'est très important pour les communications, et c'est une invention, on n'a pas des années qui apparaît en Europe dans les années 1840 et qui va se répandre au Moyen-Orient assez vite. Les chemins de fer, je vous en parlais tout à l'heure, qui est le principal symbole technique de la modernisation au XIXe siècle. Les Égyptiens, ils ont besoin de conseillers techniques pour construire leur ligne de chemin de fer. Ils ont besoin d'importer les locomotives. Mais les premières lignes de chemin de fer en France ont été construites avec des ouvriers anglais pour montrer aux Français comment on posait des rails. La diffusion des techniques suppose comme ça un certain nombre d'emprunts à d'autres. Il reste que les Égyptiens sont capables de faire fonctionner une ligne de chemin de fer. Il y a un certain nombre d'éléments de la modernité technique de l'époque, si vous voulez, qui est compréhensible par les habitants du Moyen-Orient. Je crois qu'une des choses qu'ils ont eu le plus de mal à comprendre, c'est le fonctionnement des finances. On a ce phénomène en Égypte, on observera le même phénomène dans le cas de l'Empire ottoman tout à l'heure. Alors, la construction du canal de Suez a coûté cher. Les dirigeants égyptiens ne savent pas gérer leurs finances. Ils s'endettent beaucoup. Les créanciers européens les manipulent. En 1876, donc peu de temps après la construction du canal, les finances publiques égyptiennes sont placées sous tutelle des créanciers européens, et pour essayer de se sortir de sa situation financière embarrassante, le gouvernement égyptien va vendre
ces actions de la compagnie du canal de Suez, il va les vendre aux Britanniques. Les Français vont être furieux d'ailleurs. L'Égypte est une pomme de discorde entre la France et la Grande-Bretagne pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, et même un tout petit peu au début du XXe. Les Français considèrent qu'ils ont une espèce de droit moral sur l'Égypte, à cause de Bonaparte d'abord, et à cause de Lesseps, l'ingénieur français qui a construit le canal de Suez, et que les Français ont un droit moral sur l'Égypte, et que si l'Égypte doit être le protectorat ou la colonie d'un pays européen, ça revient à la France. Et alors là, les Britanniques sont en train de supplanter les Français en Égypte en devenant copropriétaires de la Compagnie du Canal. Et la Compagnie du Canal de Suez va rester une copropriété de capitalistes britanniques et de capitalistes français jusqu'en 1956. Ça va être nationalisé là par l'Égypte. Et donc on a une situation de copropriété franco-britannique sur le canal et surtout de préoccupation britannique par rapport au canal, parce que la grande puissance navale, c'est pas la France, c'est la Grande-Bretagne. Le pays pour lequel le commerce maritime mondial a le plus d'importance, c'est la Grande-Bretagne, et surtout, l'Empire britannique à ce moment-là, c'est bien sûr la métropole en Europe, et c'est l'Inde. Les colonies africaines sont en train de se développer, mais c'est encore assez peu de choses. Donc la route la plus courte entre la Grande-Bretagne et l'Inde, c'est la route du canal de Suez. Avant la construction du canal de Suez, ou bien il fallait que les bateaux fassent le tour de l'Afrique, ou bien il fallait que les hommes, les fonctionnaires qu'on envoyait en Inde, ou parfois les marchandises, ils arrivaient en Égypte, ils traversaient à dos de chameau, je ne sais pas comment, la distance de l'isthme de Suez, et ils rembarquaient sur un bateau sur la mer Rouge. C'était beaucoup plus compliqué, c'était beaucoup plus lent. Et pour les marchandises, évidemment, c'était pas avantageux du tout. Donc le contrôle du canal de Suez devient une des préoccupations de la diplomatie et de la stratégie britannique dès la fin des années 1870, et ça va le rester jusqu'en 1956, et ça devient une des données de la situation de l'Égypte. C'est quelque chose ça qu'il faut bien comprendre pour comprendre ce qu'a été l'impérialisme et la dépendance de pays plus faibles en dehors de l'Europe envers les grandes puissances européennes. C'est que le fait d'avoir une ressource importante sur son territoire est soit un élément de force pour le petit pays non européen, soit un élément de vulnérabilité. On observera le même phénomène avec le pétrole ensuite dans d'autres pays du Moyen-Orient. Le pétrole, ça peut être un élément de vulnérabilité ou ça peut devenir un élément de force. Si le pays est très faible, avoir une ressource importante sur son territoire, ça aggrave les choses. Si le pays devient moins faible, la ressource importante sur son territoire peut au contraire augmenter, améliorer son rapport de force vis-à-vis du reste du monde. L'Égypte est faible et le canal de Suez, qui est à sa façon une ressource pas très importante au plan international, le canal de Suez va être je dirais, un des malheurs de l'Égypte pendant longtemps. Aujourd'hui, je crois que c'est un des atouts de l'Égypte pour essayer de se développer économiquement. L'Égypte est admirablement bien située dans le monde pour faire du commerce à la fois avec l'Europe et avec l'Asie, etc. Le canal de Suez est une chance aujourd'hui pour l'Égypte. À la fin du 19e ou au début du 20e siècle, le canal de Suez a plutôt été un malheur pour l'Égypte, quelque chose qui a contribué à faire perdre son indépendance à l'Égypte. L'Égypte de 1860 ou de 1870 est un pays vraiment en voie de développement. C'est un pays vraiment indépendant. C'est un pays dont les chances de devenir un pays indépendant sont au moins aussi grandes que celle de la Grèce, qui est devenue indépendante récemment, celle du Portugal en Europe, qui est
indépendant depuis très longtemps. Et le chiffre de... Aujourd'hui, l'Égypte est beaucoup plus peuplée que le Portugal, 8 fois plus peuplée que le Portugal. Mais vers 1840, je pense que le niveau de peuplement des deux pays devait être comparable. Le niveau d'instruction de la population, bien sûr, la majorité de la population en Égypte est analphabète, ça reste une population de pays pauvres, principalement agricoles, c'est vrai aussi au Portugal à la même époque. Et l'Égypte avait au moins autant de chances de devenir un pays moyennement développé, un pays indépendant, que certains petits pays européens. Et une des raisons pour lesquelles elle n'y est pas arrivée, c'est le canal de Suez, parce que le canal de Suez donnait à l'Égypte une importance tellement grande au plan mondial que les grandes puissances ne pouvaient pas s'en désintéresser. En 1882, il y a une petite révolte militaire en Égypte contre le Khedive et le gouvernement. Les Britanniques interviennent immédiatement pour maintenir l'ordre, matent la révolte militaire en question et imposent à l'Égypte ce régime de protectorat qui ne s'appelle pas officiellement comme ça, mais qui est un régime de protectorat donc à partir de 1882. Ça reste une province ottomane indépendante de l'Empire ottoman. En fait, il y a un ambassadeur britannique au Caire qui dit au Khedive, le prince qui gouverne l'Égypte, au nom de qui l'Égypte est gouvernée, qui lui dit qui il doit prendre dans son gouvernement. Les ministres égyptiens dans le gouvernement, on leur dit qui ils doivent prendre comme hauts fonctionnaires des Britanniques pour diriger toute une série d'administrations. Il y a une armée égyptienne avec des soldats égyptiens dont certains des cadres sont des officiers britanniques, dont quelqu'un dont vous connaissez peut-être le nom, Kitchener, qui est un général de l'armée britannique qui sera ministre de la Défense dans la Grande-Bretagne de la Première Guerre mondiale, ce qui explique qu'il ait donné son nom à une ville canadienne, et Kitchener, qui était le chef de l'armée égyptienne dans les années 1890 et qui commande l'armée égyptienne, comportant des forces, des éléments britanniques, qui va conquérir le Soudan au sud de l'Égypte. Et le Soudan, jusqu'à son indépendance, va rester cette chose tellement étrange, un condominium anglo-égyptien. C'est-à-dire qu'il y a une administration coloniale britannique qui gouverne la colonie. C'est une colonie britannique comme les autres, mais ça a été conquis par l'armée égyptienne commandée par des Britanniques et l'Égypte continue à financer une partie de l'administration de cette colonie britannique. La logique de l'Empire britannique était toujours que les colonies ne doivent rien coûter, elles doivent se financer elles-mêmes. Dans le cas du Soudan, c'est l'Égypte qui finance la colonisation britannique au Soudan. Et le contrôle des Britanniques sur l'Égypte, contrôle britannique qui va être assez efficace du point de vue de l'ordre public, assez efficace du point de vue du rétablissement de la situation financière. Les Britanniques vont gérer cela très convenablement. En même temps, c'est une absence de liberté assez grande pour les Égyptiens. Il continue à y avoir un gouvernement égyptien. Dans certains domaines, les Britanniques laissent les Égyptiens se gouverner comme ils veulent. L'Égypte de la fin du 19e ou du début du 20e siècle est le plus moderne techniquement des pays, pas des trois pays, Empire ottoman, Perse et Égypte, le plus moderne, c'est l'Égypte, évidemment. Modernisation, je le rappelle, qui était commencée avant le protectorat britannique. C'est pas les Britanniques qui ont construit les premières lignes de chemin de fer en Égypte. C'est le gouvernement égyptien de l'époque
qui a fait construire ces lignes de chemin de fer, sans doute avec des techniciens européens. Ils ont utilisé des techniciens européens dans un grand nombre de domaines. La société égyptienne, là aussi, c'est la différence avec les deux autres. Nous allons voir que dans les deux autres, la diversité ethno-religieuse est un problème politique majeur à l'intérieur. L'Égypte est une société assez homogène. Bon, l'homogénéité, elle s'explique évidemment par la géographie, assez facile à comprendre. Ces gens parlent l'arabe. Les dirigeants, très souvent, parlent le turc. Une minorité de gens de langue turque autour du Khedive, qui est lui-même d'origine turque ou turco-albanaise, qui continue à jouer un rôle important dans la classe dirigeante. Mais la masse de la population et beaucoup des membres de la classe dirigeante aussi sont des Égyptiens de langue arabe. Ils sont musulmans. Il y a parmi eux une minorité religieuse très ancienne, les Coptes, qui sont une religion chrétienne. C'est une religion chrétienne plus ancienne que le christianisme de l'Empire romain. Le christianisme de l'Empire romain a donné le catholicisme à l'ouest, à partir de Rome, et l'orthodoxie à l'est, qui correspondait à l'Empire romain d'Orient, pas qui a existé pendant plus longtemps que l'Empire romain d'Occident. Vous savez, il y a deux grandes églises chrétiennes, l'église catholique, qui est la plus nombreuse, et l'église orthodoxe, qu'on retrouve en Grèce, qu'on retrouve en Bulgarie, en Serbie, en Roumanie, en Russie ou en Ukraine aujourd'hui. Et ces deux églises qui sont séparées viennent toutes les deux de l'Empire romain et des deux empires romains. Mais il y a des christianismes, des églises chrétiennes plus anciennes que ça, les Coptes en Égypte et aussi en Éthiopie. Il y a un pays où la classe dirigeante est chrétienne depuis très longtemps et n'ont pas du tout été convertis par des missionnaires européens. C'est un christianisme plus ancien que le christianisme des pays européens. On va retrouver le même phénomène dans l'Empire ottoman et en Perse, notamment avec les Arméniens, les Assyriens, les Chaldéens, toute une série d'églises chrétiennes qui ne sont ni catholiques, ni orthodoxes, ni bien sûr protestantes. Les protestants, c'est quelque chose qui apparaît en Europe de l'Ouest au XVIe siècle, et c'est une division du monde catholique, qui va produire un certain nombre d'églises protestantes. Il faut retenir ça, que les chrétiens dans la région du Moyen-Orient ne sont très souvent ni catholiques ni orthodoxes. Il y a des orthodoxes, il y a un peu de catholiques, il y a plus d'orthodoxes que de catholiques, et d'autres, comme les Coptes en Égypte, qui ne sont ni catholiques ni orthodoxes, qui appartiennent à des églises, à une église plus ancienne. Les Coptes en Égypte, ils sont peut-être 10% de la population au début du XXe siècle. Ils sont moins nombreux aujourd'hui en proportion de la population, peut-être parce qu'ils ont eu moins d'enfants que les musulmans, peut-être parce qu'ils ont émigré plus facilement que les musulmans. Les chrétiens dans la région du Moyen-Orient, beaucoup d'habitants du Moyen-Orient vont émigrer partout dans le monde. Il y en a bien sûr en Amérique du Nord, il y en a en Europe occidentale, notamment en France, il y en a en Afrique, au sud du Sahara, il y en a en Australie. Les chrétiens émigrent plus volontiers que les musulmans. C'est déjà le cas pour les Coptes en Égypte. Les Coptes peuvent avoir des problèmes dans la cohabitation avec les musulmans, ça reste vrai jusqu'à aujourd'hui, c'était vrai déjà à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Les Coptes sont chrétiens, les Anglais le sont aussi, ce ne sont pas du tout les mêmes chrétiens, mais aux yeux des musulmans, les musulmans ne savent pas faire les différences entre les différentes sortes de chrétiens, c'est complètement normal. Les chrétiens ordinaires dans les pays occidentaux, ils ne savent pas non plus faire des différences entre les différentes sortes de musulmans. Ils mettent ça dans le même sac. Donc les Coptes, étant chrétiens, sont évidemment soupçonnés parfois d'être les complices
de ces dominateurs chrétiens que sont les Anglais. Dans l'Égypte de la fin du 19e et du début du XXe siècle. Donc ils ont parfois des difficultés, surtout certains d'entre eux jouent des rôles politiques, certains d'entre eux jouent des rôles dans l'administration, et ils sont supposés être les collabos des Anglais. Au moins certains d'entre eux, ça n'est pas si grave. Nous verrons que dans l'Empire ottoman, l'hostilité de la population musulmane envers la population chrétienne a été souvent beaucoup plus grave qu'en Égypte. En Égypte, finalement, la cohabitation entre les musulmans et les chrétiens, elle a posé des problèmes, mais elle a posé des problèmes beaucoup moins graves que dans les pays plus à l'est, là, dans l'Empire ottoman, dont nous parlerons plus tard. Donc c'est ça la situation de l'Égypte en 1914. Le pays le plus moderne du Moyen-Orient, même si la population est encore très faible, elle a beaucoup augmenté, elle a multiplié par 4 depuis le début du 19e siècle. Ils sont maintenant 12 millions. Ce protectorat britannique, l'importance du canal de Suez et le fait que dans certains domaines culturels ou économiques, on est déjà dans une société assez moderne. Dans la guerre, la Première Guerre mondiale, la position de l'Égypte sera déterminée par la présence militaire britannique dans le pays. Le canal de Suez et le problème du canal de Suez. Quand l'Empire ottoman entre en guerre, donc à la fin d'octobre 1914, ça j'y reviendrai beaucoup plus tard, les Britanniques proclament l'indépendance de l'Égypte. Jusque-là, les Britanniques contrôlaient dans les moindres détails le gouvernement de l'Égypte, qui était supposé être le gouvernement d'une province de l'Empire ottoman. Donc, les Britanniques se retrouvent en guerre contre l'Empire ottoman, donc ils proclament l'indépendance de l'Égypte. Ça veut dire l'indépendance de l'Égypte par rapport à l'Empire ottoman. Méfiez-vous, au XXe siècle, l'indépendance de l'Égypte a été proclamée au moins 4 fois. Et la première fois, c'est 1914. Les Britanniques proclament l'indépendance de l'Égypte, ça veut dire l'indépendance par rapport à l'Empire ottoman, et proclament le protectorat. L'Égypte devient officiellement un protectorat britannique en 1914. Nous savons qu'elle l'était déjà, ça ne change pas grand-chose, mais juridiquement, et pour vous dans vos lectures, pour vous y retrouver, parce que les auteurs utilisent ou n'utilisent pas un mot selon qu'il est juridiquement reconnu pour l'époque dont ils sont en train de parler ou pas. L'Égypte va avoir une grande importance dans la guerre. Les Égyptiens n'y participent pas, sauf économiquement. C'est-à-dire les Britanniques font les Britanniques envoient des forces armées importantes en Égypte pour protéger le canal de Suez. Et les Ottomans vont essayer d'attaquer le canal de Suez. Les Britanniques vont les repousser assez facilement, mais ça prend des forces militaires importantes. Et à partir de 1917, une offensive importante de Britanniques contre l'Empire ottoman va être menée à partir de l'Égypte. Donc l'Égypte a une importance comme base militaire pour les Britanniques, et ça a des conséquences très importantes pour les Égyptiens, parce qu'il y a énormément de réquisitions, il y a énormément de choses que les Britanniques achètent, mais achètent à des prix qu'ils fixent eux-mêmes autoritairement. Il y a des confiscation, notamment confiscation d'énormément d'animaux de transport, pas de chameaux ou d'ânes, qui peuvent être utilisés pour appuyer les opérations militaires. Donc ça a des conséquences importantes pour la population égyptienne, mais il n'y a pas de combat sur le territoire de l'Égypte, il n'y a pas de soldats égyptiens qui se font tuer dans la guerre. Par rapport au sort des populations dans les deux autres pays, la situation de la population égyptienne est beaucoup moins épouvantable dans la Première Guerre mondiale qu'elle ne le sera dans l'Empire ottoman et même
en Perse ou en Iran, où la situation n'est vraiment pas brillante pendant la Première Guerre mondiale. L'Égypte va servir aussi de base à la diplomatie britannique dans la région. Il y a un haut fonctionnaire, diplomate britannique basé au Caire qui dirige, qui coordonne l'ensemble de la diplomatie et de la diplomatie mêlée à la guerre pendant la guerre. J'y reviendrai, notamment quand je parlerai de la révolte arabe qui a lieu dans l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale et qui est téléguidée ou aidée par les Britanniques. Le deuxième pays dont je veux parler dans cette leçon, c'est la Perse, c'est-à-dire l'Iran. La Perse va s'appeler l'Iran jusqu'en 1930. Alors, la Perse a une géographie qui est complètement différente de celle de l'Égypte. L'Égypte, c'est un tout petit pays le long du Nil, dans la vallée du Nil, avec une population très homogène, avec des facilités de communication très très grandes. Je dirais, c'est le pays du monde où les humains ont été habitués à avoir un gouvernement central qui contrôle tout depuis des milliers d'années. C'était déjà le cas des pharaons, ça a été le cas d'énormément de gouvernements. C'est facile de gouverner l'Égypte, c'est facile de contrôler la population, et la population, elle sait que se révolter. Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de maquis, il n'y a pas de montagne dans lesquelles on peut faire de la guérilla contre le gouvernement. C'est la vallée du Nil, avec une densité de population très élevée et une facilité de contrôle pour le gouvernement, ou bien c'est le désert, on meurt de soif, on ne peut pas faire grand-chose. Donc l'Égypte, elle est facile à gouverner, l'Égypte, elle est d'une certaine façon une société tranquille. L'Iran, c'est une histoire complètement différente. C'est un pays de montagnes et de déserts. La population de l'Iran est à la périphérie de l'Iran. Elle est au nord, le long des côtes de la mer Caspienne, et puis ensuite le long de la frontière avec l'Empire ottoman, ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui, et le long du golfe Persique. Le centre du pays comporte beaucoup d'espaces vides, beaucoup de petits déserts, d'endroits où c'est très difficile de faire de l'agriculture parce qu'il pleut presque jamais et parce qu'il y a très peu d'eau. L'autre caractéristique de l'Iran, et qui le rend très très différent de l'Égypte, c'est que l'Iran est très loin de l'Europe. L'Égypte est proche de l'Europe, elle est proche de l'Europe depuis très longtemps. Alexandrie, dans l'Empire romain, ça prenait quelques jours de bateau pour aller à Rome. Et Alexandrie, au XIXe siècle, ça continue à prendre quelques jours de bateau pour aller d'Alexandrie à Marseille, dans le sud de la France, ou à Gênes, en Italie, le grand port de l'Italie, ou au cours du Moyen-Âge pour aller à Venise, quand Venise était le principal centre du commerce dans toute la Méditerranée. L'Égypte est proche de l'Europe et ça, l'activité économique peut se développer en liaison étroite avec l'Europe et l'influence des idées européennes en Égypte, la volonté de modernisation des dirigeants égyptiens dès le début du XIXe siècle. Ces gens savent qu'est-ce qui se passe en Europe, ils ont des informations, certains d'entre eux parlent le français ou connaissent le français, la grande langue internationale jusqu'au début du XIXe siècle, c'est le français. Ce qui fait que lorsqu'il y a des gens au Moyen-Orient qui connaissent une langue européenne, la probabilité c'est que ça va être le français. C'est le cas en Égypte, c'est le cas en Empire ottoman, c'est même le cas en Iran. Mais en Iran, il y en a beaucoup moins à connaître le français et les relations avec l'Europe sont beaucoup plus difficiles parce que, ou bien il faut y aller en bateau et avant la construction du canal de Suez, il faut faire le tour de l'Afrique, c'est énorme. Ou bien, et c'est la voie la plus commode, on prend le bateau pour aller en Europe à partir de l'Iran,
on prend le bateau sur la mer Caspienne, on remonte la mer Caspienne et puis ensuite la Volga, qui est le grand fleuve russe qui se jette dans la mer Caspienne au nord. Et puis, à partir du moment où il y a des lignes de chemin de fer en Russie, on trouve des trains qui peuvent aller ailleurs en Europe, après avoir fait ce très long voyage en bateau. Et quand il n'y a pas de chemin de fer en Russie, il faut trouver un traîneau, une charrette pour aller jusqu'à un port sur la mer Baltique, Riga, comme ça, qui est dans l'Empire russe au XIXe siècle. Donc, la possibilité pour l'Iran de subir l'influence des idées modernes des pays d'Europe occidentale. Cette possibilité, elle est très grande pour les Égyptiens ou pour les Turcs à Istanbul. Nous le verrons plus tard. Pour les Iraniens, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et le pays européen avec lequel l'Iran a le plus de contacts, c'est la Russie. Ou alors l'Empire ottoman. Le Istanbul, les villes ottomanes qui se modernisent au XIXe siècle, moins vite qu'en Égypte. Mais là aussi, il y a une modernisation de gens qui sont proches de l'Europe et qui peuvent imiter ou importer des éléments techniques de modernité venus de l'Europe. Pour les Iraniens, le monde moderne, c'est la Russie, ce qui est vraiment pas extraordinaire au XIXe siècle comme modèle de modernité, ou les Turcs, ou l'Empire ottoman à côté, ce qui n'est pas non plus ce qu'il y a de plus moderne dans ce monde à cette époque-là. L'Iran est gouverné depuis le XVIIIe siècle par un shah, le roi ou l'empereur, on peut traduire ça comme on veut, de l'Iran porte le nom de shah, et ces shahs, il y a eu plusieurs dynasties qui ont gouverné l'Iran. Il n'y a pas du tout de continuité dynastique dans l'histoire de ce pays. Depuis le XVIIIe siècle, c'est une famille, les Qadjars, qui donnent des shahs à l'Iran. Donc dans ce pays, il n'y a presque pas de modernisation. Jusqu'en 1914, il n'y aura pratiquement pas de chemin de fer. Il y a une toute petite ligne de chemin de fer minuscule dans la banlieue de Téhéran. Il y a beaucoup moins de gens alphabétisés qu'en Égypte. Il y a une absence presque complète d'administration étatique. Dans l'Égypte de Mohamed Ali et de ses successeurs, il y a des fonctionnaires du gouvernement pour organiser la production du coton, des choses comme ça. Il y a une armée régulière, il y a une flotte de guerre construite en Égypte, avec des bateaux en bois, qui vont être détruits d'ailleurs dans une guerre en Méditerranée, lorsque l'Égypte va vouloir aller aider le sultan à réprimer une révolte en Grèce, et où la flotte de guerre en bois des Égyptiens va être détruite par une flotte coalisée de pays européens. Et ensuite, l'Égypte ne pourra pas reconstruire une nouvelle flotte parce que entre les années 1830 et les années 1860, la technologie des flottes de guerre va changer complètement avec les machines à vapeur et les bateaux en métal. Et ça, l'Égypte n'a pas les ressources pour construire ce genre de choses. Alors que des bateaux en bois, du type des bateaux du XVIIIe siècle, l'Égypte pouvait avoir une flotte de guerre construite sur ce modèle-là. En Iran, il n'y a pas de flotte de guerre de l'État, il n'y a pas d'armée régulière de l'État. L'Iran va livrer des guerres, notamment une guerre contre la Russie dans les années 1820, et lorsque le Shah fait la guerre à la Russie, son armée fonctionne comme l'armée du roi de France au début de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire il fait appel aux tribus, il fait appel à des combattants, et il réunit des combattants. Il n'y a pas d'armée régulière iranienne, il n'y a pas d'administration régulière, il n'y a pas d'armée régulière, et cette armée improvisée
de combattants tribaux, évidemment, se fait vaincre par l'armée russe dans les années 1830, qui ont déjà une armée moderne. C'est pas l'armée la plus moderne d'Europe, mais c'est des soldats qui ont combattu Napoléon et qui ont une formation militaire, un équipement, etc., un encadrement, des officiers, tout ça qui sont quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux qu'en Iran. En plus, la Russie est un pays beaucoup plus peuplé que l'Iran. Donc l'Iran perd cette guerre dans les années 1820, ce qui va permettre à la Russie d'annexer un certain nombre de territoires, notamment les territoires qui ont été russes pendant longtemps, qui ne le sont plus aujourd'hui. Pas l'Azerbaïdjan et l'Arménie d'aujourd'hui, qui sont des États indépendants depuis le démembrement de l'URSS en 1991. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, les territoires de ces pays-là, sont conquis par la Russie dans les années 1820. Ils vont rester des territoires russes et puis soviétiques ensuite jusqu'en 1981. Avant les années 1820, Bakou et Erivan, Bakou c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, Erivan c'est la capitale de l'Arménie, c'était en Iran. Ça faisait partie de l'Iran. Il y a d'autres territoires à l'est de la mer Caspienne qui aussi étaient en Iran, sont conquis par la Russie à ce moment-là. C'était en Iran, c'est-à-dire que le Shah considérait que c'était son domaine. Il n'administrait rien du tout. Il y avait des autorités locales qui géraient des situations qui échappaient à peu près complètement à la capitale. L'Iran est spécifique parce que l'Iran est chiite. Il faut que je parle de ça un peu, parce que ça va avoir une grande importance à partir des années 1970, la situation politique de l'Iran, et ça joue un rôle politique très important aujourd'hui dans la relation entre l'Iran et les autres pays du Moyen-Orient. Donc il faut que j'explique de quoi il s'agit. Les chiites sont les descendants, les héritiers religieux d'un groupe de gens qui se sont disputés très peu de temps après la mort du prophète. Le prophète a eu des successeurs. Le prophète n'avait pas d'enfants, il avait des filles, mais il n'avait pas de fils. Il n'avait pas d'héritier évident. Et donc, la coutume s'est établie de gouverner la communauté musulmane en prenant un chef qui est désigné par le consensus des gens importants dans la communauté. Et il y a eu des califes qui ont succédé à Mohammed, quand Mohammed, le prophète, qui était en même temps chef politique, est mort. Le cinquième calife, il y a eu une dispute entre certains musulmans. Certains musulmans voulaient que Ali, qui n'était pas le fils de Mohammed, mais qui était son gendre, parce qu'il avait épousé sa fille, donc il était ce qui ressemblait le plus à un héritier mâle. Il y a ceux qui voulaient que Ali devienne le calife. Et puis il y en a d'autres qui se sont opposés, qui ont pris un leader différent. Et il y a eu une guerre civile entre musulmans, entre les partisans de Ali et les adversaires de Ali. Les chiites sont les descendants religieux des partisans de Ali, qui ont été vaincus dans cette guerre civile. Ils deviennent les hérétiques, les minoritaires par rapport aux communautés musulmanes dominantes. Ça va avoir beaucoup de conséquences, notamment une théologie bien différente qui donne une importance considérable à ce personnage de Ali et aux descendants de Ali qui sont supposés être ceux qui doivent être les guides de la communauté. Il n'y a plus de successeur de Ali qui soit connu, mais le dernier imam chiite était un enfant qui a disparu à Mashhad. Mashhad est une ville du nord-est de l'Iran.
Et il est supposé ne pas être mort, mais être caché. Il va revenir à la fin des temps pour établir la justice sur la terre. Il y a tout un côté messianique, il y a tout un côté mystique dans le chiisme qui est très très différent de l'islam sunnite à ce moment-là. Ce qui est plus important pour nous, politiquement, c'est que le chiisme, n'étant pas au pouvoir dans les États musulmans, a été obligé de développer un clergé. Dans les pays musulmans, sunnites, majoritaires, il n'y a pas de clergé. Les musulmans sunnites sont habitués à être administrés par le gouvernement. C'était le cas en Égypte, c'était le cas dans l'Empire ottoman, c'était le cas dans la plupart des pays musulmans, où la religion est administrée par le pouvoir politique qui est musulman lui aussi. Quand ces pays vont être conquis par des non-musulmans et que le pouvoir a cessé d'être musulman, ça va faire des très très gros problèmes aux sunnites. Ça en fait moins aux chiites, parce que les chiites ont développé, devant faire fonctionner leur communauté sans un pouvoir politique qui s'en occupe, puisqu'ils étaient minoritaires et persécutés dans les pays musulmans où ils vivaient, qui étaient gouvernés par des sunnites. Les chiites ont développé un clergé très très important avec des mollahs et des ayatollahs. Il y a toute une hiérarchie du clergé chiite qui est très compliquée et très puissante. Ce clergé chiite devient l'allié de la monarchie en Iran à partir du à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, le chiisme, religion persécutée partout dans les pays musulmans, devient la religion dominante, la religion au pouvoir en Iran. Mais ce clergé ne fusionne pas avec le pouvoir politique. Et la relation entre la monarchie et le clergé est très curieuse en Iran, parce qu'il y a un clergé extrêmement puissant qui tient en respect le Shah, qui menace le Shah, qui lui tient tête, qui lui explique que il est le détenteur du pouvoir politique, mais que le pouvoir politique c'est pas tellement important, que le pouvoir religieux est beaucoup plus important. Ce clergé chiite, il a une autorité dans la population, il a souvent un pouvoir économique dans la population, parce qu'il y a des waqf, des fondations religieuses qui existent dans tous les pays musulmans, mais qui en Iran deviennent très très importantes. Le waqf de certaines villes possède le bazar. C'est-à-dire, le bazar, c'est à la fois le centre d'achat et les grossistes. Les commerçants utilisent des locaux qui appartiennent aux fondations religieuses, doivent verser des droits aux fondations religieuses qui deviennent très puissantes économiquement. Donc la société iranienne développe une relation entre le pouvoir politique et la religion qui est très très différent de ce qui existe dans l'Empire ottoman ou en Égypte, où au contraire le pouvoir religieux il est très soumis au pouvoir politique. Là, on a un pouvoir religieux qui est beaucoup plus indépendant du pouvoir politique et qui, d'une certaine façon, le tient en respect. Une des illustrations de ça que je trouve extraordinaire, c'est que ce clergé au XIXe siècle, il s'oppose à la tendance du Shah de s'ouvrir aux influences étrangères, notamment aux influences britanniques. Le Shah, il sait qu'il est menacé par la Russie. Il a déjà perdu l'Iran a déjà perdu une guerre face à la Russie. La Russie est très menaçante. Quel est le pays qui peut représenter une protection face à la Russie ou une équipe face à la Russie? C'est l'Angleterre. Et l'Angleterre, elle veut bien jouer ce rôle. Elle veut bien aussi développer ses intérêts économiques en Iran. Et le Shah accorde en 1891 un monopole à une compagnie britannique pour la vente du tabac en Iran. Les Iraniens fument beaucoup et le clergé qui trouve scandaleux le fait d'avoir donné cette concession à des infidèles en Iran va organiser le boycott du tabac
Et le clergé iranien va être capable d'interdire aux Iraniens de fumer, ce qui, je trouve, extraordinaire. C'est la preuve d'une autorité très, très, très grande dans une société d'être capable d'interdire aux fumeurs de fumer par patriotisme. Et le Shah est obligé d'annuler la concession qu'il avait accordée à cette compagnie étrangère pour la vente du tabac en Iran. Le peuplement de l'Iran est beaucoup plus hétérogène que celui de l'Égypte. Il y a en Iran une majorité de chiites, de gens de religion chiite. Ils sont peut-être 80% de la population. La majorité d'entre eux parlent une langue qui est le persan. Mais beaucoup d'entre eux, qu'on appelle les Azéris, dans l'Azerbaïdjan, il y a 2 Azerbaïdjans encore aujourd'hui. Il y a un Azerbaïdjan indépendant, avec sa capitale à Bakou, qui est ce qui a été conquis par la Russie en 1828, par la guerre contre l'Iran. Mais il y a un Azerbaïdjan iranien, dont la capitale est à Tabriz, qui est la 2e grande ville de l'Iran, qui est presque la 2e capitale de l'Iran. Il y a une capitale à Téhéran, mais le Shah, normalement, il nomme gouverneur de Tabriz son fils, qui va devenir son héritier à sa mort. Donc Tabriz a une grande importance dans le système politique, et les Azéris, qui parlent une langue différente, qui parlent une langue qui est apparentée au turc, qui est une langue très très différente du persan. Le persan est une langue indo-européenne. Le turc est une langue complètement différente. Les Azéris parlent une langue qui est proche du turc ou presque du turc. Je ne connais pas bien la linguistique de ces langues-là. Mais les Azéris sont chiites aussi. Ils sont moins nombreux que les Persans, mais ils sont presque le 2e peuple dominant dans l'Iran. Et puis il y a des peuples vraiment minoritaires, des Kurdes à la frontière de l'Empire ottoman ou à la frontière de l'Irak aujourd'hui, pas entre l'Iran et l'Irak, la frontière entre la Perse du 19e siècle et l'Empire ottoman est la même que celle, ou à peu près exactement la même que celle qu'il y a aujourd'hui avec la Turquie et avec l'Irak à l'ouest de l'Iran. Il y a des Kurdes qui sont musulmans, généralement sunnites, mais peut-être pas tous. Les religions des Kurdes, c'est très compliqué, qui parlent des langues, une langue ou des langues qui sont proches du persan, mais qui ne sont pas la même langue que le persan. Il y a des Arabes, essentiellement dans le sud-est, proche du golfe Persique et de la frontière de l'Empire ottoman, donc des gens de langue arabe, qui sont musulmans eux aussi, généralement chiites. Il y a des Turkmènes dans le nord-est du pays, il y a des Baloutches dans le sud, les Turkmènes dans le nord-est, des Baloutches dans le sud-est, proche de la frontière de l'Empire des Indes au XIXe siècle, ou la frontière du Pakistan aujourd'hui. Une partie de ces minoritaires linguistiques ou ethniques sont sunnites, donc il n'y a pas que des chiites en Iran. Il y a des chrétiens, principalement des Arméniens. Un nombre assez important d'Arméniens vivent en Iran. Le plus grand nombre d'entre eux vivent dans l'Empire ottoman et certains d'entre eux vivent dans l'Empire russe, et surtout après 1828 et l'annexion de l'Azerbaïdjan, de ce qu'est l'Azerbaïdjan et l'Arménie d'aujourd'hui par la Russie. Un nombre important de chrétiens arméniens vivent en Russie. Et enfin, il y a des baïs. Je vais en parler un tout petit peu parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Le baïsme est une religion qui a été fondée au milieu du XIXe siècle en Iran par des musulmans chiites, dont l'un d'entre eux, Baha'u'llah, je ne suis pas sûr de prononcer ça convenablement, qui est le disciple
d'un homme qui avait été lui-même fusillé à Tabriz en 1850 et que la tradition bahaï appelle le Bab vers la porte, hein, un homme qui s'était déclaré le Messie. Et la théorie de la religion va être développée par Baha'u'llah, qui est le véritable fondateur de cette religion. Il va être persécuté par les autorités chiites en Iran. Il va se réfugier à Haïfa, dans l'Empire ottoman, et il va mourir à Haïfa en 1892. Haïfa, aujourd'hui, c'est en Israël, c'est en Palestine, donc dans l'Empire ottoman du 19e siècle. Baha'u'llah, donc, entre 1850 et 1892, va enseigner cette religion qui est extrêmement originale. C'est une religion qui se présente comme complémentaire des autres religions monothéistes. La révélation juive, et puis la révélation chrétienne, et puis la révélation musulmane, tout ça c'est des étapes de la même révélation, et que le Bab, et Baha'u'llah, c'est la suite de cette révélation, et que toutes ces religions finalement devraient s'entendre entre elles parce qu'elles sont porteuses du même message. Donc c'est une religion de tolérance ou de cohabitation religieuse. C'est aussi une religion universaliste, que l'humanité devrait être unifiée politiquement. Et il y aura des bahaïs au début du XXe siècle qui vont militer pour un gouvernement mondial. C'est une idée assez originale pour des gens au XIXe siècle en Iran. Ils professent aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui est très original, non seulement pour l'Iran musulman du XIXe siècle, mais même dans le monde entier, finalement. Ils expliquent qu'une des obligations principales de gens qui ont des enfants, c'est de faire instruire les enfants. Alors, c'est complètement étonnant comme religion au milieu du XIXe siècle en Iran. Alors, vous avez là un des pays, je vous le disais tout à l'heure, les plus éloignés de la modernité, où la modernité occidentale a pénétré extrêmement peu, et où se développe cette religion dont, à un certain point de vue, le contenu doctrinal est extraordinairement moderne, extraordinairement proche des valeurs modernes, ce qui va permettre à cette religion de se diffuser dans le monde entier. Il y a des bahaïs à Québec, il y a des bahaïs aux États-Unis, il y a des bahaïs en Inde, il y a des bahaïs dans beaucoup de pays dans le monde. C'est une religion qui est restée minoritaire, c'est une religion de petits groupes, mais de petits groupes répandus dans le monde entier, parce que cet enseignement doctrinal, il est vraiment assez attirant. À notre époque, en Iran, les bahaïs vont rester une minorité, et étant donné la doctrine qu'ils enseignent, le résultat est assez prévisible. C'est qu'ils vont devenir les gens les plus instruits dans cette société. Ils vont devenir une minorité de gens dont beaucoup vont faire des carrières dans les professions modernes pour lesquelles il faut s'instruire. La doctrine religieuse qui dit que l'obligation morale première de gens qui ont des enfants, c'est de faire instruire les enfants, ça donne, au bout de 3 générations, des médecins, ça donne des ingénieurs, ça donne des hauts fonctionnaires, ça donne des commerçants efficaces qui réussissent dans la vie, ça donne une minorité de gens avec des performances sociales supérieures aux autres, ce qui aura une assez grande importance. J'aurai l'occasion d'y revenir un tout petit peu sur la situation des bahaïs en Iran au moment de la révolution islamique en 1979, où la révolution islamique sera assez tolérante envers les autres minorités religieuses, notamment les chrétiens, les arméniens en Iran continuent à fonctionner assez bien, pas avoir de gros problèmes avec les autorités religieuses musulmanes, pour qui la tolérance envers les religions minoritaires reste une des valeurs, principe qu'ils n'appliquent pas avec les bahaïs.
avec l'idée que les bahis, c'est pas une religion légitime, on n'a pas le droit de prétendre qu'il y a une révélation après la révélation de Mohammed, pas la logique musulmane, c'est que les juifs ont le droit d'exister parce que c'est une ébauche de religion musulmane. Les chrétiens aussi. Jésus est un prophète pour les musulmans. C'est un prophète musulman qui a préparé la venue de Mohammed. Un peu comme pour les chrétiens, Abraham ou Moïse sont des prophètes qui préparent la venue de Jésus. Mais après la venue de Jésus, on n'a plus besoin de prophètes pour les chrétiens. Après la venue de Mohammed, on n'a plus besoin de prophètes pour les musulmans. Et donc le bahaïsme est choquant pour les musulmans. Et la tolérance religieuse de la révolution islamique, qui est finalement assez tolérante avec les religions qu'ils considèrent comme légitimes, et cette tolérance, elle ne s'applique pas aux bahis, et c'est assez tragique pour eux en Iran, et c'est aussi, je pense, assez tragique pour la société iranienne, parce que cette religion, je trouve, est une des manifestations vraiment intéressantes de la culture iranienne. Je ne connais pas très bien l'Iran, je le connais moins bien que les autres pays de cette région, et je le regrette, parce que d'une certaine façon, c'est une société extraordinairement originale, extraordinairement intéressante, et ce phénomène religieux, cette innovation religieuse du milieu du 19e siècle en Iran est une des nombreuses manifestations de l'originalité culturelle de cette société. Une autre chose remarquable dans le cas de l'Iran, c'est que finalement, nous verrons que dans l'Empire ottoman, il y a une diversité religieuse très grande qui va poser des problèmes politiques tragiques et qui va contribuer à énormément de violence au XIXe siècle et au XXe siècle. Alors que en Iran, la diversité religieuse et la diversité ethnique qui existait au XIXe siècle, elle est toujours là aujourd'hui. Il n'y a pas eu en Iran, sous le chiisme, le phénomène d'intolérance religieuse et d'exclusion religieuse qu'il y aura dans l'Empire ottoman. Peut-être que c'est lié à la spécificité du chiisme par rapport au sunnisme, ou peut-être que c'est lié au fait que l'influence de l'Europe et du nationalisme européen a été beaucoup moins grande en Iran que dans l'Empire ottoman. C'est une question qui se discute. Pourquoi la modernisation politique dans les pays venus de l'Empire ottoman a été tellement extraordinairement violente, ce que nous verrons plus tard. Dans le cas de l'Iran, ça a été moins violent, ce qui permet à la diversité ethnique et religieuse de l'Iran d'avoir été préservée jusqu'à aujourd'hui, avec l'exception, je trouve très malheureuse pour l'Iran, des bahis, qui est pourtant une religion inventée en Iran. Je trouve une des réalisations culturelles intéressantes de l'Iran. L'Iran du XIXe siècle devient extrêmement dépendant vis-à-vis de l'extérieur, avec la menace russe au nord et le soutien britannique au sud. En 1906, une révolution constitutionnaliste a lieu en Iran. Ça aussi, c'est intéressant. Une des formes de protestation traditionnelle en Iran, c'est de faire la grève sur le tas. Quand on proteste contre une autorité, on se réunit à un endroit et on dit on va rester là jusqu'à ce que l'autorité cesse de commettre les injustices qu'elle commet. Alors, les constitutionnalistes en 1906, il y a certains d'entre eux qui sont des traditionalistes religieux. Alors, eux, ils vont occuper une mosquée et ils disent, voilà, on proteste contre le Shah, on exige que le Shah accepte une constitution et on va rester dans la mosquée jusque-là. Il y a une minorité de gens à Téhéran ou en Iran qui ne sont pas des particulièrement religieux et qui veulent au contraire manifester au nom des valeurs modernes et du libéralisme. Alors eux, ils vont tenir leur grève sur le tas, leur protestation non violente là, dans les jardins de l'ambassade britannique. Enfin, la Grande-Bretagne est considérée à ce moment-là
par énormément de gens en Iran comme le pays protecteur, le pays qui peut être une source de modernisation, de progrès politique, et le pays qui protège contre la Russie. Alors ça va tourner très très mal en 1907, pour des raisons qui tiennent à la politique en Europe, et dont je vais parler plus tard. Les Britanniques, qui ont été pendant tout le XIXe siècle le principal adversaire de l'expansion impériale russe. Les Britanniques ont protégé l'Empire ottoman contre la Russie, j'y reviendrai, et qui protègent l'Iran contre la Russie. Les Britanniques décident en 1907 que la principale menace pour eux, ce n'est plus la Russie, c'est l'Allemagne. Et que face à la menace allemande, il faut se réconcilier avec la Russie. Et les Français, qui sont un allié de la Russie et qui essaient eux aussi d'avoir de bonnes relations avec l'Angleterre, les Français vont jouer un rôle très important d'intermédiaire entre les Anglais et les Russes, et une de leurs réussites, ça va être la réconciliation anglo-russe en 1907. Il y a toute une série d'accords entre les deux pays, dont un accord pour partager l'Iran en sphère d'influence. Alors, on ne demande pas du tout aux Iraniens leur avis, mais les Britanniques disent aux Russes, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le nord de l'Iran jusqu'à une certaine limite, et les Russes disent aux Britanniques, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le sud de l'Iran jusqu'à une certaine limite. Ça n'occupe pas tout le territoire de l'Iran. La zone de sphère d'influence britannique est beaucoup moins étendue que celle des Russes. Les Britanniques, ce qui les intéresse, c'est la région où il y a du pétrole, parce qu'on commence à la même époque à produire du pétrole en Iran, qui est le premier pays du Moyen-Orient où on va produire du pétrole. Donc la production pétrolière, elle commence en 1908. La compagnie qui exploite le pétrole, c'est l'Anglo-Persian Oil Company, je vous demande pardon pour ma prononciation de l'anglais, qui est une compagnie britannique dont l'actionnaire majoritaire est le ministère de la Marine, donc le gouvernement britannique. Ce n'est pas une compagnie publique britannique, mais presque. Ce n'est pas une compagnie privée à capitaux gouvernementaux. Le but de la production pétrolière en Iran, pour les Britanniques, c'est de ravitailler la flotte. En 1908, il n'y a pas d'automobile, il n'y a presque pas. Il n'y a pas d'avion, et les chemins de fer consomment du charbon. Les bateaux aussi, sauf les bateaux de guerre. Et les Britanniques ont compris que le brûler du pétrole au lieu de brûler du charbon sur un bateau de guerre, c'est extrêmement important parce que d'abord, le pétrole à poids égal donne plus d'énergie que le charbon, et le pétrole est beaucoup plus commode, parce qu'il suffit d'avoir des pompes et des robinets pour alimenter les brûleurs, alors que sur les bateaux de guerre ou sur les bateaux de commerce où on est chauffé au charbon, il faut des dizaines de marins avec des pelles dans le fond du bateau pour alimenter les foyers qui chauffent les chaudières, pas pour les machines à vapeur. Et donc, un des avantages de la flotte britannique dans la Deuxième Guerre mondiale, ça va être d'avoir des bateaux de guerre qui fonctionnent au pétrole. Ils sont les seuls à ce moment-là, les Français ou les Allemands ont encore des bateaux de guerre au charbon, ce qui est un très gros handicap. Et les sources de pétrole de l'Iran, c'est essentiellement pour alimenter la flotte britannique. Bon, ensuite, ça va prendre beaucoup plus d'importance, bien sûr. Après 1906, il y a une constitution adoptée en Iran, après le mouvement de protestation à la fois religieux et libéral, occidentaliste que je vous décrivais tout à l'heure. Le Shah accepte une constitution qui sur le papier ressemble un peu à la constitution de la Belgique, et il y a un parlement élu dans des conditions tout à fait extraordinaires. Les élections ne se tiennent pas en une seule journée, ça prend des mois pour avoir une élection complète. Un parlement qu'on appelle le Majlis en persan. Ce Majlis, à certains moments, essaie de faire une politique un peu différente de celle du Shah et de créer une administration moderne en engageant des fonctionnaires étrangers pris dans des pays neutres,
dans des pays qui ne soient pas une menace impérialiste, il va y avoir des Belges pour essayer de faire fonctionner un système de douane. Il va y avoir des officiers suédois qui vont être engagés pour créer une gendarmerie suédoise. Il n'y a toujours pas d'armée iranienne. Les Russes dans le nord ont créé une unité qu'ils appellent une unité de Cosaques, qui en fait sont des soldats iraniens encadrés par des officiers russes. Et c'est les Russes qui contrôlent cette unité militaire, qui va jouer un rôle important plus tard dans la politique iranienne. J'y reviendrai. Dans le sud, dans leur sphère d'influence, les Britanniques ont des troupes indiennes pour protéger leurs installations pétrolières. Et l'Iran n'a pas de force armée. Il essaie de créer ce qu'on appelle une gendarmerie en utilisant des officiers suédois pour former une gendarmerie iranienne. Et ils vont engager, pour réorganiser les finances du pays, ils vont engager un homme et des hommes venus d'un autre pays neutre qui n'est pas une menace impérialiste, à savoir les États-Unis. Et un Américain du nom de Shuster est engagé en 1911 pour essayer de réformer ou de créer un système financier, un système d'une fiscalité, puis une gestion du trésor public, etc., qui ait du sens. Parce que jusque-là, il n'y a aucun système financier cohérent dans la capitale à Téhéran. Shuster va rester moins d'un an en Iran. Il va essayer d'organiser ce système financier et il va être expulsé à cause des pressions des Britanniques et des Russes sur le gouvernement iranien pour se débarrasser de ce type qui, engagé par les Iraniens, va considérer que son travail, c'est d'aider les Iraniens à créer une administration indépendante des deux puissances impérialistes qui occupent le territoire. Ce Shuster, un personnage très intéressant, c'était un homme au début de la trentaine, un fonctionnaire américain qui avait été envoyé là, pour, non pas par les États-Unis, mais à la demande de l'Iran. C'est l'Iran qui demande aux États-Unis de leur fournir un homme pour organiser ce genre de choses. Et les États-Unis disent clairement, d'ailleurs on l'envoie, on est content de vous aider, mais ne comptez pas sur nous, le gouvernement américain ne va pas du tout vous aider dans cette affaire. Shuster a écrit un livre intitulé The Strangling of Persia, qui est un livre extrêmement intéressant que j'ai lu jadis à la bibliothèque de l'Université Laval. Cette histoire est racontée aussi, l'histoire de l'origine des relations entre les États-Unis et l'Iran. Le fait que pendant très longtemps, les États-Unis étaient considérés par les Iraniens comme le pays le plus amical, le pays dont on attend une aide pour échapper à l'emprise des impérialistes dangereux qui sont les Russes et les Anglais. Et cette vision idéalisée des États-Unis va durer en Iran, en fait, jusqu'au début des années 50. Vous savez peut-être que depuis la révolution islamique en Iran, les États-Unis sont dénoncés comme le grand Satan, n'est-ce pas, comme l'ennemi le pire de l'Iran. Et il y a aux États-Unis d'ailleurs un certain nombre de politiciens qui font la même stupidité vis-à-vis, je pense que c'est absurde, l'obsession américaine vis-à-vis de l'Iran aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus beaucoup plus tard. Mais c'est intéressant de savoir que pendant très longtemps, au contraire, pour les Iraniens, les États-Unis, c'était le pays occidental exemplaire, le pays dont on n'a rien à craindre et le pays qu'il faut prendre comme modèle parce que c'est un bon modèle. Alors que les Européens sont des gens extrêmement dangereux et il ne faut pas les laisser jouer un rôle dans notre pays. Un livre qui décrit cela remarquablement, mais qui est un livre très récent, le livre de Shuster est ancien, c'est le livre de John Gazvinia, America and Iran, A History from 1720, je ne vais pas essayer de dire ça en anglais, to the present. C'est un livre qui a été publié au début de l'année 2021. C'est un livre
complètement passionnant. Si vous lisez un seul livre sur la politique iranienne, lisez ce livre-là. C'est un livre magnifique, très bien écrit, très intéressant, plein de choses qu'il faut connaître si on veut comprendre quelque chose à l'histoire de l'Iran, récente de l'Iran, à la politique iranienne et aux problèmes des relations entre les États-Unis et l'Iran, dans lequel un très grand nombre d'absurdités se sont glissées depuis une quarantaine d'années. Pendant la Première Guerre mondiale, la Perse ou l'Iran restera officiellement neutre pendant toute la guerre, mais son territoire est impliqué dans la guerre inévitablement, parce qu'il y a des Russes dans le nord de l'Iran. Lorsque l'Empire ottoman entre en guerre contre la Russie, donc en novembre 1914, les combats ont lieu entre les Turcs et les Russes à la frontière de l'Iran, pas seulement à la frontière entre l'Empire ottoman et la Russie, ce qui est normal puisqu'il y a des soldats russes dans le nord de l'Iran. Donc la guerre va avoir lieu en partie sur le territoire de l'Iran. Les Allemands vont envoyer des agents en Iran pour essayer de lutter contre les Russes et les Anglais, et vont trouver volontiers des gens en Iran qui considèrent les Russes et les Anglais comme des ennemis, et donc sont tout prêts à coopérer avec ces agents allemands. Certains des officiers suédois de la gendarmerie iranienne, réagissant un peu comme Schuster, c'est-à-dire considérant que leur travail, c'était d'aider l'Iran à devenir indépendant, que la menace pour l'indépendance de l'Iran, c'est la présence russe et britannique sur ce territoire, et que si les Allemands veulent aider, il n'y a aucune raison pour eux de ne pas coopérer avec les Allemands pour lutter contre la présence russe et britannique en Iran. Donc la situation sur le territoire de l'Iran est très compliquée. Pendant la guerre, il y a des combats, il y a des conséquences humaines, au moins dans le nord-est, pas dans la région de Tabriz, la région de l'Azerbaïdjan iranien, à la frontière entre l'Empire ottoman et l'Iran et la Russie. Et en 1917, nous le savons, il y aura une révolution en Russie, et les soldats russes du nord de l'Iran vont se retirer, presque tous. Ça va changer la situation de l'Iran dans la guerre. J'y reviendrai plus tard. Bon, j'ai pas eu le temps de parler de l'Empire ottoman. J'en parlerai dans la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.